Et maintenant, j'ai le grand plaisir parce que euh, c'est quand même important, évidemment, d'avoir une ouverture philosophique. C'est aussi important de l'appuyer par des témoignages. Et donc là, j'appelle une dame que certains d'entre vous connaissent probablement par écran interposé, qui est Madame Nathalie Skripsnak, qui est présente dans le film, pour ceux qui l'ont vu, Des ados pas comme il faut. Donc, elle est directrice adjointe d'un EAP depuis, elle travaille dans le polyhandicap depuis 24 ans. Donc, je pense qu'on peut l'écouter avec énormément d'intérêt. Mesdames et messieurs, alors lorsque Madame Tesnas m'a sollicité pour intervenir dans ce colloque, ma première réaction a été de décliner cette invitation. Je suis surprise, honorée, mais l'idée de me présenter devant vous et de prendre la parole m'a d'abord donné envie de fuir. Pourtant, l'idée a fait son chemin et m'a replongée dans ces 23 années passées aux côtés d'enfants, d'adolescents et d'adultes polyhandicapés et de leurs familles. Le désir de témoigner a grandi au fil de mes pensées. L'ascenseur émotionnel s'est mis en marche et le courage a surgi. Il puise sa source dans ces moments de vie partagés qui me reviennent en mémoire. J'ai envie de vous parler d'eux et de l'impact qu'ils ont eu et qu'ils ont encore dans ma vie professionnelle et personnelle. C'est chenappant. Je suis piégée, alors j'accepte et me voilà devant vous. C'est à travers le récit de 3 rencontres, celle d'Ambre, Samuel et Mathis, que je vais essayer de partager avec vous ce que les personnes polyhandicapées m'ont enseigné. Mon histoire professionnelle avec le polyhandicap commence mal. En fait, elle a failli jamais ne commencer. Nous sommes à la fin des années 90 et je suis en formation pour devenir éducatrice spécialisée, avec le projet d'effectuer mon stage long dans l'IEM où je travaille aujourd'hui. Le responsable de la filière est un spécialiste des représentations sociales, diplômé d'un doctorat de l'École des hautes études en sciences sociales. À cette époque, un livre fait référence au sein de l'école d'éducateurs, La disqualification sociale, essai sur la nouvelle pauvreté de Serge Pogam. Mon responsable de formation en est un promoteur fidèle. Je suis donc dans son bureau pour lui expliquer mon projet de stage auprès d'enfants polyhandicapés et sa réponse tombe comme un coup près. Nathalie, vous n'allez rien apprendre d'eux, vous allez perdre votre temps, allez plutôt dans le social. Cette phrase, je l'ai entendue à de multiples reprises sur les terrains de stage ou à l'école. Ces personnes n'ont besoin que de nursing et l'ambition d'une éducation possible est vaine. Les encéphalopathes n'ont pas besoin de gens diplômés à leur côté, alors pourquoi vouloir y aller ? Albert Camus écrivait dans un article intitulé « Le siècle de la peur »« Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison ». Ce jour-là, mon formateur venait de disqualifier en quelques mots et sur un ton définitif le polyhandicap du champ de l'éducation. Et j'ai eu le sentiment d'étouffer. J'avoue également que je n'ai pas eu le courage de m'opposer, d'argumenter et enfin de passer outre. Et je n'avais pas encore rencontré Ambre et ses parents. Ambre qui, toute sa vie, a su résister et faire mentir bien des professionnels. En 2002, un poste d'éducatrice spécialisée s'ouvre au centre éducatif Jules Verne, l'institution où je souhaitais 3 ans auparavant faire mon stage long. Je postule. Mon premier souvenir en arrivant dans ce centre est celui d'une Maxime qui accueille tout visiteur dans le hall de l'établissement. Elle est d'Antoine de Saint-Exupéry. « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente ». Elle est extraite non pas du Petit Prince, comme le pensent beaucoup de visiteurs, mais d'un roman paru en 1943, Lettre à un otage. Saint-Exupéry s'adresse à son ami romancier, Léon Werth, réfugié dans le Jura du fait de ses origines juives. Roman d'amitié, de fraternité et de résistance.
Je vous en lis quelques lignes. Ça, c'est impressionnant, l'âge d'un homme. Ça résume toute sa vie. Elle s'est faite lentement, la maturité qui est sienne. Elle s'est faite contre tant d'obstacles vaincus, contre tant de peines calmées, contre tant de désespoirs surmontés, contre tant de risques dont la plupart ont échappé à la conscience. Elle s'est faite à travers tant de désirs, tant d'espérances, tant de regrets, tant d'oubli, tant d'amour. Ça représente une belle cargaison d'expériences et de souvenirs, l'âge d'un homme. Lorsque je rencontre Ambre en 2002, elle est âgée de 16 ans. Ambre bouscule quiconque l'aperçoit pour la première fois. Entrer en contact avec elle, c'est d'abord avoir affaire à un corps tordu, déformé, dont le S qu'il forme ne laisse aucune équivoque. Scoliose dont le degré de gravité n'est plus mesurable, lit-on régulièrement dans les écrits la concernant. Puis, le regard se détachant du corps remonte vers un visage, son visage, dont les yeux accrochent avec une telle intensité qu'il n'est pas rare que le malaise s'accentue. Ambre ne parle pas. Les expressions de son visage permettent de cerner un état de bien ou de mal-être, sans pour autant que l'on puisse en saisir l'origine. Ambre ne pouvant d'elle-même nous apporter des clés de compréhension. Un appel au SAMU, une hospitalisation pour un état jugé très critique ont marqué les premiers temps de son arrivée. Fragilité extrême qui était également celle de sa mère, se présentant à l'équipe dans une vulnérabilité qui a marqué la suite de cette histoire commune. Vulnérabilité exprimée avec toute la détresse d'un parent à travers ces quelques mots « Dites-moi qu'elle ne va pas mourir ». À cette question, aucune réponse. Nous ne pouvions qu'être à leur côté à travers une ignorance partagée quant à la suite des événements. Ignorance partagée qui, paradoxalement, nous a invités à ne pas renoncer à la rencontre avec Ambre, malgré le contexte éminemment inquiétant et incertain. Nous étions heureusement portés par un contexte institutionnel autorisant l'expression de l'ambivalence de nos sentiments. Son quotidien a rapidement changé, sa réalité somatique ayant gravement évolué, tous les appareillages lui permettant d'être installés et de se déplacer étaient devenus obsolètes. Elle semblait condamnée à finir sa vie dans un lit, mais Ambre est revenue dans l'établissement suite à sa longue hospitalisation. Peu à peu, son vécu au sein de l'établissement a été marqué par des difficultés éprouvées quotidiennement dans ce qu'on pouvait lui proposer. L'absence d'appareillage a complexifié les propositions d'activité et amoindri notre capacité à la sortir de l'espace groupe. Ambre a été installée un peu à l'écart dans un canapé, des coussins la maintenant tant bien que mal dans une posture facilitant digestion et respiration. Et ce qui était pensé comme devant rompre l'isolement d'une jeune fille et de sa famille s'était transformé en situation d'exclusion et d'enfermement. Du moins, c'est ainsi que nous le vivions. L'accompagnement d'Ambre aurait pu se continuer ainsi ou s'arrêter. Au vu des déformations du corps, aucun appareillage n'était jugé possible. Les parents et l'équipe se devaient dès lors d'accepter d'avoir atteint une limite dans son accompagnement. Mais il n'en a rien été. Tout simplement peut-être parce que les experts sur la question technique ont accepté d'entendre le désir de ne pas renoncer d'une partie de l'équipe et de ses parents et de se placer en situation de ne pas savoir, de bricoler au risque de se tromper et d'être confronté à l'échec. Il a évidemment fallu les convaincre, du maître d'ouvrage décisionnel, le médecin, au maître d'œuvre, l'orthoprothésiste. 1 an d'observation, d'essais bricolés pour confirmer un certain type d'aménagement, avec un cahier des charges conséquent et indiquant clairement une conception hors norme. Pour réaliser l'installation, l'orthoprothésiste a dû mélanger conjointement plusieurs techniques. Sa crainte demeurait prégnante quant au refus par la sécurité sociale de rembourser l'appareillage réalisé, tant il était atypique et en dehors de toute nomenclature. La livraison de la coque au centre a suscité chez les professionnels des sentiments contrastés. Soulagement de voir apparaître une éventuelle solution, mais forte impression à la vue de celle-ci. Cette coque, posée sur un fauteuil roulant lui-même bricolé, pouvait tout autant stigmatiser Ambre en accentuant par sa forme et l'image qu'elle impose sa différence,
mais également être un moyen d'intégration dans le collectif et d'acquisition d'une vie psychique incontestablement plus riche. Une impureté, une hybridation, se voulant être la clé pour sortir de l'espace groupe et investir l'institution pour sortir en balade dans des lieux divers et s'ouvrir au monde extérieur. Un dehors enfin accessible. Très rapidement, cette réalisation s'est imposée au-delà de nos espérances et a permis à Ambre de continuer à grandir dans notre espace institutionnel et dans la cité. La confiance installée, les parents se sont ouverts aux différentes expériences que nous pouvions proposer, telles que des séjours et à l'internat. Se séparer devenait possible. Ambre, quant à elle, s'est toujours inscrite avec beaucoup d'enthousiasme au projet ainsi proposé. Son sourire ne la quittait plus, et l'ensemble de l'équipe a convenu qu'elle s'était progressivement ouverte aux autres. Dans ce quotidien, nous ne pouvions qu'être saisis d'émotion lorsque nous la retrouvions main dans la main avec un autre jeune du groupe. Bien sûr, ce quotidien a été orchestré par l'équipe, qui prenait soin, lorsqu'elle devait s'absenter, de penser son absence et de permettre aux autres de pouvoir se saisir ou non de ce temps laissé libre de toute intervention. Penser l'espace, ne serait-ce qu'en installant les jeunes à proximité les uns des autres. Et ce petit rien est devenu un grand tout. Ainsi, Ambre devait, pour parvenir à guider sa main à l'endroit voulu, y consacrer une énergie incroyable. Son bras effectuait un grand arc de cercle, par saccades, lentement, puis se reposait et s'ajustait. Un chemin de traverse, pas de ligne droite, et un désir vital d'être au contact de l'autre, une danseuse. Son parcours a été ponctué de seuils, d'un état de santé continuant à se complexifier, avec notamment l'apparition de troubles respiratoires majeurs. Mais le temps a passé, composé de ce que nous pouvions découvrir d'elle, temps ponctué de bricolage, de mélange, d'adaptation, d'artisanat, bien loin des voies toutes tracées. Je garde à l'esprit un moment très révélateur. Je viens d'arriver dans son groupe, son visage grimaçant m'indique qu'elle est souffrante, sans que je puisse comprendre le pourquoi. Alors j'interpelle un membre de l'équipe, et lui de me répondre dans une évidence qui n'appartient qu'à lui. Ambre est mal installée. Quelques manipulations, quelques traits d'humour au passage, et je retrouve une Ambre souriante et radieuse. Je suis incapable de dire ce qui a changé dans sa posture. Le regard du soignant est capable d'une justesse troublante à quelques centimètres près. Les années ont continué ainsi, ponctuées par les réunions à la MDPH pour les renouvellements d'orientation. Dans le cadre de l'amendement Creton, j'ai demandé à maintes reprises, faute d'établissement pour adultes susceptibles de l'accueillir, son maintien afin que nous puissions continuer à l'accompagner, même à temps partiel, et demeurer présent aux côtés de ses parents dans ce qui semblait être une fin de vie. De renouvellement en renouvellement, la situation d'Ambre a fini par être examinée dans un dispositif de gestion des situations complexes. Je me souviens parfaitement de l'argument qui m'était opposé. Mais c'est votre affect qui parle. Bien sûr qu'il était question d'affect. Comment pourrait-il en être autrement? Comment être aux côtés d'une personne et de sa famille, les accompagner au quotidien dans un parcours tortueux et incertain, sans en être affecté? Cet affect nous empêchait effectivement de nous résoudre à un retour à domicile, synonyme à ce moment-là d'une perte majeure de vie sociale pour Ambre et ses parents. Bien sûr, notre désir pour Ambre et ses parents était de trouver un lieu d'accueil adapté à leurs besoins. Et bien sûr, nous aurions préféré que ses parents n'aient pas à justifier chaque année leur demande de maintien. Une belle épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais voilà, aucune structure pour adultes n'existait à proximité, pouvant permettre un accueil à temps partiel et modulable en fonction de son état de santé. Ambre a donc continué à fréquenter le centre à un rythme qui diminuait en raison de sa vulnérabilité grandissante. Et ma collègue médecin, qui jusque-là avait régulièrement questionné le sens de la présence d'Ambre dans l'établissement en raison de son âge, a fini par conclure, fort justement, par « Ambre n'a eu de cesse tout au long de sa vie de faire mentir les experts, moi la première ». Ambre est décédée en 2023 à l'âge de 37 ans. Les experts annonçaient à sa naissance une espérance de vie d'au mieux 10 ans. 27 ans de sursis,
pourraient dire certains. Je dirais plutôt 37 ans d'envie. Et en parlant d'envie, j'ai un petit rituel dans l'établissement. Je me rends régulièrement en fin d'après-midi ou au moment du goûter dans le groupe d'internat. J'apprécie tout particulièrement l'ambiance qui y règne, où en petit comité, une atmosphère sereine s'installe après une journée bien remplie des va-et-vient des enfants et de leurs accompagnateurs. Pour les enfants restant à l'internat, ce moment constitue une transition essentielle avant l'heure du bain, du repas et enfin des activités apaisantes précédant le coucher. Ce temps marqué permet aux enfants d'anticiper et de se repérer, tout en offrant à l'équipe l'opportunité de se rendre disponible pour ces moments de grande intimité. Mais parfois, et de plus en plus souvent à vrai dire, je m'y rends l'esprit préoccupé par un remplacement de professionnels que je n'arrive pas à résoudre, par une organisation qui n'est pas satisfaisante, ou dernièrement, dans le cadre d'une enquête nationale, à cause du temps passé à traduire pour chaque enfant le quotidien en actes évalués en minutes, avec la frustration d'un rendu qui n'est pas à la hauteur qualitative de ce que j'en perçois réellement. Mais revenons à ma petite escapade au sein du groupe d'internat. J'y suis donc sans y être véritablement. Soudain, je ressens de petits coups de pied et j'entends derrière moi un rire étouffé. Je reconnais immédiatement l'auteur de cette farce, Samuel, un jeune garçon de 15 ans. Ses yeux pétillent de malice et de joie. Samuel est installé dans son fauteuil confort équipé de petites roulettes qui lui permettent soit de glisser au sol à l'aide de ses pieds, soit de s'installer de façon cool en mode Bouddha au mépris des préconisations orthopédiques. Une alternative trouvée pour l'installer autrement qu'allongé au lit ou sur son fauteuil roulant dans une coque moulée. Ce jour-là, Samuel fait la planche pour venir délicatement me bousculer et attirer mon attention. Il le sait pertinemment, je vais me retourner et lui piquer ses chaussettes, déclenchant ainsi une bataille généralisée avec tous les enfants et professionnels présents. Et c'est exactement ce qui se produit. Le petit groupe s'anime instantanément. Paul, avec un sourire en coin, vocalise sa joie. Léo, quant à lui, répète tout ce qu'il entend. Les rires fusent de toutes parts. Samuel, passé du rire étouffé au fou rire communicatif, est au centre de cette effervescence. Cependant, nous restons vigilants car il y a toujours un risque de bascule. Son asthme peut transformer ce moment de plaisir partagé en une situation de malaise, voire d'urgence. Grâce à mes collègues, j'ai appris à doser mes interventions et à calmer progressivement le jeu. Samuel s'apaise, retrouve une respiration moins saccadée, mais garde le sourire du moment vécu. Ce petit moment du quotidien, qui pourrait sembler anodin à un observateur extérieur, me donne le sentiment d'une justesse, d'un ancrage à mon métier initial et au sens profond de mon travail auprès d'enfants polyhandicapés. Construire quelque chose de commun, qu'il soit éphémère ou de façon plus durable, reconnaître comme essentielle la commune dépendance à autrui, à cet enfant polyhandicapé, sans escroquerie aux sentiments, me renvoie aux fondamentaux des métiers de l'accompagnement et de l'éducation spécialisée. Ces fondamentaux ont été initiés dès l'après-guerre en France, dans les quartiers lillois, par un homme, Fernand Deligny. Voici ce qu'il écrivait dans un petit recueil intitulé « Les vagabonds efficaces », paru en 1947. Un peu poète, un peu peintre, un peu fredonneur de belle musique, un peu comédien, montreur de soi-même et de marionnettes, honnête envers l'instant, et cracheur de questions, pellicule vivante à fleur de société, inadaptés incontestablement, inquiets de leur vagabondage et patients comme des rempailleurs de chaises, voilà les compagnons dont les enfants ont besoin. Les vagabonds efficaces dont parle Deligny sont les éducateurs qu'il a rassemblés autour de lui pour s'occuper de l'enfance et de l'adolescence délinquante, les inadaptés sociaux, comme on les nommait à l'époque. Ces laissés pour compte d'une France en pleine reconstruction étaient voués à une prise en charge asilaire. C'est le même combat que Deligny mènera plus tard pour les enfants autistes dans les Cévennes à partir des années 60. Dans ces mêmes années, un médecin de rééducation fonctionnelle, le docteur Elisabeth Zuckman, dont je ne vais pas détailler le parcours ici,
a choisi de travailler auprès d'enfants polyhandicapés, alors appelés arriérés profonds, pour lesquels il n'existait aucune structure adaptée. C'est dans une clinique créative, dont elle a été l'une des initiatrices, s'appuyant sur des compétences professionnelles complémentaires, que prennent encore place aujourd'hui ces vagabonds efficaces émerveillés d'enfance, comme les appelait Deligny. Il y a quelque chose de profondément rassurant à savoir que, dans une même temporalité, des pionniers ont œuvré au nom des mêmes principes éthiques et humanistes. C'est en quelque sorte affirmer que la communauté de l'enfance forme un tout, malgré la diversité des situations, et que l'enfant polyhandicapé y a une place pleine et entière, et par là même réaffirmer l'universalité de la condition humaine. Aujourd'hui, ce sont Samuel, Paul, Léo et tant d'autres qui presque quotidiennement me ressourcent et me rappellent que la patience des rempailleurs de chaises est indispensable dans nos métiers d'accompagnement, face aux injonctions extérieures parfois contradictoires. Et après cette bataille de chaussettes, je me suis posé la question non sans humour, mais comment vais-je coter tout cela ? Alors voilà, tous les enfants du centre ne s'inscrivent pas comme Samuel avec cette façon volontaire et espiègle. Lorsque Mathis, 4 ans, est accueilli en 2022 à l'IEM, sa réalité médicale s'impose. Massive, elle est de prime abord le seul angle de vue qui nous oblige à être très prudents. Épilepsie, troubles respiratoires, ostéoporose très importante, à l'origine d'une fracture qui a été détectée par hasard. Mathis dort presque en permanence. Il ne manifeste pas outre mesure d'émotions perceptibles lors de ses rares moments d'éveil. Au vu de ses nombreuses pathologies, Mathis apparaît comme un funambule qui peut basculer à tout moment. Notre inquiétude est réelle. Nous ne voulons pas perturber ce qui semble être une nécessité, le sommeil comme une évidence. Et cela nous empêche d'oser et d'aller vers. La perspective médicale reste, demeure et rythme nos actions. Le temps passe et l'incompréhension s'installe. Cela n'est pas satisfaisant, ni pour Mathis, ni pour ses parents, ni pour nous-mêmes. Des protocoles médicaux ont été mis en place, mais entre ce qui peut être communément admis comme norme et la réalité quotidienne de Mathis, nous risquons fort d'appeler le SAMU tous les jours. Ses parents ne comprennent pas notre apparente inaction. Mathis restant un mystère, nous sommes conscients aussi du risque majeur d'une mauvaise interprétation. Mais comment faire ? Alors, à moins de faire aveu d'impuissance et d'arrêter l'accompagnement, dans un sursaut et conjointement avec les parents, nous nous réunissons et évoquons nos différents points de vue. Dans une ambiance au départ tendue, chacun porte cependant une écoute attentive à ce qui est exprimé. Nous osons parler de nos limites et de nos difficultés. Ces parents nous parlent de ce qu'ils connaissent de leur enfant et de leurs désirs. De nouveau, la frontière entre experts et profanes prend des contours un peu flous pour le pur bénéfice de Mathis. À ce moment-là, un cadre d'accueil sécurisé se dessine pour tous, avec le sentiment d'une compréhension mutuelle et le respect du savoir-faire de chacun. Et c'est ce qui nous a permis d'oser aller vers Mathis, fort d'un autre point de vue de sa situation. La réalisation conjointe d'une séance de psychomotricité avec la professionnelle et la maman de Mathis marquera le début, pour Mathis, d'une véritable inscription dans ce petit monde institutionnel. L'enthousiasme et l'émerveillement de notre collègue seront contagieux. Alors même s'il dort, Mathis part en séance de psychomotricité. Peu à peu, avec toujours le même rituel, Mathis s'éveille et montre à quel point il apprécie les massages. Bien sûr, il se rendort avant de revenir dans le groupe, ce qui oblige, non sans humour, notre collègue à jurer qu'il était bel et bien éveillé. La salle Snozelen lui devient accessible, notamment le matelas à eau. Non sans crainte, les professionnels le lui proposent et Mathis s'éveille, sourit et apprécie les fils lumineux dans ce bercement. De même, les pieds dans une bassine d'eau provoquent des petits mouvements de jambes auxquels Mathis consacre une énergie jusque-là insoupçonnée. Tout comme avec la peinture, où au fil du temps, Mathis s'affranchit de la guidance du professionnel et patouille pour créer. Installé au sol, blotti contre l'une des éducatrices du groupe, Mathis peut être en contact avec ses camarades.
et si ceux-ci deviennent trop bruyants, il donne le signal avec sa petite bouche en biais pour que l'équipe apaise la petite troupe. Bien sûr, il reste des moments importants où il est nécessaire de laisser Mathis tranquille, son corps en donnant le signal. Mais dans ces moments-là, il semble profiter de l'ambiance et se laisse envelopper par les bruits environnants. Nous avons fini par accepter ces moments sans pour autant renoncer. Et Mathis a su exister dans un espace commun partagé. En mai 2024, Mathis nous a quittés, sa réalité médicale a finalement eu raison de lui. Mathis et d'autres sont toujours présents dans mes pensées et questionnent. Pour les plus fragiles d'entre eux, quelles inscriptions ont-ils au monde ? Je n'ai toujours pas de réponse définitive et je n'en aurai sans doute jamais. Une analogie avec la peinture m'est toutefois venue. Elle peut paraître hasardeuse ou insuffisante, mais elle me rassure et m'apaise. C'est en parlant de Mathis avec l'ensemble de l'équipe, quelques jours après son décès, qu'elle a pris forme. Chacun relatait un instant éphémère, un temps que Mathis avait pu partager avec un copain, ou un petit moment de plaisir exprimé lors d'une activité sensorielle. Et l'ensemble de ces fragments de vie m'ont fait penser au mouvement pointilliste en peinture. Le pointillisme est un mouvement du XIXe siècle qui se distingue des techniques traditionnelles de mélange de couleurs par l'utilisation de petites zones juxtaposées de couleurs pures. Soyez très proche du tableau et vous ne voyez que des touches de couleurs primitives. Vous ne distinguez ni le sens ni la beauté de l'ensemble. Prenez du recul, adoptez une vue globale et jaillit l'œuvre. Ce jour-là, c'est en écoutant mes collègues parler de Mathis que l'ensemble des propos ont pris forme et que j'ai perçu consciemment sa délicate inscription au monde. Alors que nous apprennent les personnes polyhandicapées? Que m'ont-elles enseigné? Vous l'avez compris et vous le savez tellement. Mais si je devais ne retenir qu'une seule idée, la plus précieuse pour moi en quelque sorte, quelle serait-elle? Avec Ambre et sa résistance aux experts, avec Samuel et sa recherche d'un commun partagé, avec Mathis et sa délicate inscription au monde, et avec de nombreux autres que je n'ai pas évoqués, j'ai tenté d'explorer dans ces parcours de vie ce qui nous confronte, ce qui me confronte à la complexité et à la richesse de l'expérience humaine. Dans un monde où les certitudes semblent souvent dominer, où les réponses toutes faites et les jugements hâtifs peuvent étouffer la complexité de l'existence, les enfants et les adultes polyhandicapés nous rappellent l'importance de la patience, de l'écoute et de l'ouverture d'esprit. Ils nous invitent à voir au-delà des apparences, à reconnaître la valeur de chaque instant partagé et à chercher la beauté d'une existence dans les détails les plus infimes. Dans un livre intitulé « Le courage de la nuance », Jean Beerbohm, journaliste et essayiste, écrivait que dans le brouhaha des évidences, il n'y a pas plus radical que la nuance. Alors, je ne sais pas quoi penser de voir la nuance devenir une radicalité indispensable au débat politique et intellectuel du temps présent. Je sais par contre que la vie des personnes polyhandicapées, marquée par des défis constants et des victoires souvent invisibles aux yeux des autres, est un appel au courage de la nuance. Les personnes polyhandicapées nous invitent, nous obligent à la nuance, seule façon d'être en justesse à leur côté. Et pour un professionnel, c'est la capacité de simplement dire en équipe « oui, mais ». Je vous remercie de votre attention.